Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Novipro consacré à l'intelligence artificielle. Cette année, dans notre étude du portrait TI, qui est l'étude annuelle que nous produisons sur l'état des TI au Canada, nous révélions que les entreprises canadiennes avaient pour intention d'investir plus dans l'IA cette année, car en effet, nous passons de 2023 avec 13% à aujourd'hui, en 2024, 40% d'attention d'investissement, soit un bond impressionnant de 27% en un an. Novipro a voulu créer une conversation autour de ce sujet afin d'épauler les entreprises qui souhaitaient investir dedans. Ce webinaire est la deuxième partie de notre exploration de l'IA. Le mois dernier, nous parlions dans un panel de discussion avec plusieurs partenaires, dont IBM, de l'intégration de l'IA dans divers secteurs. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous mettrai le lien dans le chat afin de l'écouter après cette présentation. Deux choses importantes avant de débuter ce webinaire. La première étant que nous aurons une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Pour poser vos questions, c'est simple. Il suffit de compléter votre question dans la fonctionnalité Q&A en bas de votre écran. Deuxièmement aussi, si vous avez quelconque difficulté technique pendant la présentation, n'hésitez pas à me contacter dans le chat. Mon nom est Novipro, entre parenthèses Victoria. Je passe désormais maintenant la parole à Kevin Rosenbaum, directeur de compte et représentant solutions chez Novipro, qui est récemment certifié IBM Watsonx. Bonjour, merci Victoria. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, quelques mots sur Novipro. Novipro fête ses 30 ans cette année. Nous sommes une équipe d'environ 130 professionnels qui œuvrent finalement dans plusieurs domaines, notamment les solutions d'affaires, l'info nuagique, la transformation numérique et la cybersécurité et sécurité. Il faut savoir aussi, nous sommes un partenaire IBM Platinum qui est le plus haut niveau partenariat chez IBM. Nous avons aujourd'hui avec nous Michael Bélanger, qui est un spécialiste technique en intelligence artificielle chez IBM. Et il va nous parler du positionnement de IBM sur l'intelligence artificielle et nous présenter la plateforme watsonx. Un petit ajout également sur ce que Victoria a pu mentionner sur les questions et réponses. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser les questions que vous pouvez avoir. On y répondra à la fin, tout en gardant à l'esprit qu'il faut que ce soit des questions assez généralistes finalement. Pour les questions un peu plus techniques, ou en tout cas qui vous concernent plus directement, on pourra par contre faire des réponses par email à la suite du webinaire. Donc je passe la parole à Michael. Merci d'être avec nous, Michael, et puis écoute, c'est à toi. Mais écoute, il n'y a pas de problème. Merci pour l'introduction. Donc, oui, Michael Bélanger, expert technique au niveau de l'intelligence artificielle chez IBM. Donc, c'est un petit peu le sujet du jour aujourd'hui. On va parler de watsonx, qui est la plateforme d'intelligence artificielle chez IBM. Je vais passer à l'agenda. Donc, on va parler justement, juste en général, des possibilités de productivité qui sont liées à l'IA présentement et aussi dans le futur, qu'est-ce qu'on voit. On va parler un petit peu aussi du côté IA éthique et responsable. Donc, oui, c'est important de faire de l'intelligence artificielle pour pouvoir développer ses capacités, augmenter la productivité de son entreprise, mais il y a une façon de le faire, puis on va comprendre pourquoi et comment. De l'autre côté, on va aussi parler du point de vue d'IBM, plus en général, sur l'intelligence artificielle générative. On va rentrer un petit peu dans les détails de la plateforme watsonx. On va regarder des cas d'utilisation clients qui ont été faits concrets avec la plateforme watsonx. Puis par la suite, après cette grande présentation, on va regarder aussi comment est-ce que vous, de votre côté, en tant qu'entreprise, pouvez débuter dans votre cheminement au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Donc, avant de commencer, justement, on parlait un petit peu d'intelligence artificielle. Où est-ce que de où sort l'intelligence artificielle générative? Donc, quelque chose qui est important à envisager, c'est que 80% des entreprises travaillent présentement avec l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau comme concept. Puis, on a déjà une très grande adoption qui s'est fait quand même assez rapidement. Ce qui fait en sorte que l'IA générative devrait représenter 30% du marché global d'ici 2025. Donc, comme je disais tantôt, c'est une nouvelle technologie, elle apporte beaucoup de productivité, mais il faut aussi faire attention puisque ça a été adopté quand même assez rapidement. Il faut aussi comprendre qu'il y a des risques liés à son utilisation. Donc, c'est ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. C'est aussi important de comprendre que l'IA générative n'est pas là pour remplacer l'IA traditionnelle, mais plutôt pour l'accélérer. Donc, c'est vraiment des technologies qui sont complémentaires. C'est pas parce que notre entreprise fait
présentement de l'intelligence artificielle traditionnelle que c'est tout acheté à la poubelle puis on recommence tout avec l'IA générative. Au contraire, tout ce que ça permet de faire, c'est justement d'ajouter des nouvelles capacités que l'IA traditionnelle ne permettait pas avant, être capable de faire les mêmes choses que l'IA traditionnelle fait, mais tout en réduisant nos coûts, soit initiaux, justement, parce que l'IA générative, ça prend beaucoup moins d'entraînement, beaucoup moins de ressources pour arriver à un résultat qui est similaire ou qui est égal, justement, au niveau des résultats. Ça fait justement aussi un déploiement qui est plus rapide. Puis, comme je disais tantôt, ben, les nouvelles tâches là, qui viennent s'ajouter, ben, c'est le RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme-là, mais en gros, tout ce que c'est qu'on vient chercher de l'information dans un document bien précis, puis on vient justement faire un petit sommaire de l'information qui a été trouvée. Il y a la récapitulation de certains documents, certains textes, génération de contenu général, donc pas seulement avec du texte, mais avec des images et autres, extraction d'informations et classification. Donc, tout ça, l'IA générative est basée sur un concept un petit peu plus large qui est les modèles de fondation. Puis aujourd'hui, ben, on va surtout parler des modèles de fondation qui sont Large Language Model, donc qui s'apparentent un petit peu plus au texte. Donc, pourquoi je parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, surtout générative? Ben, c'est pour tout ce qui est au niveau de productivité. Donc, sûrement au niveau personnel, vous avez pu en faire un petit peu des expérimentations par vous-même. Vous avez pu voir justement la force derrière ces outils-là. Donc, on s'attend d'amener ce même genre de productivité-là, mais cette fois-ci, plutôt que de le faire chez nous à la maison pour des petites expériences, ben, on veut l'amener en entreprise, voir comment est-ce que ça peut bénéficier mon entreprise et la rendre plus productive. Donc, au niveau de la productivité en entreprise, ben, on voit trois grands piliers. Donc, le premier, c'est être capable de supporter la main-d'œuvre, justement, accélérer la productivité des travailleurs. Le deuxième, c'est être capable de justement parvenir à suivre les augmentations des demandes clients qui ne cessent d'augmenter. Donc, il y a un certain niveau de service à la clientèle ou service aux citoyens qu'on doit être capable de soutenir en tant qu'entreprise. Donc, c'est un petit peu plus à l'interne au niveau des employés. De l'autre côté, c'est être capable de supporter à l'externe les clients. Puis finalement, ben, c'est être capable aussi de réagir justement aux différentes évolutions, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on peut voir que présentement, l'intelligence artificielle générative est principalement utilisée au niveau d'accélérer les processus TI, de rendre plus performante justement le service à la clientèle et par la suite, ben, on peut voir les autres chaînes d'approvisionnement, RH et talent, vente et marketing. Donc, on peut voir que l'intelligence artificielle générative peut être utilisée un petit peu partout en entreprise. Il faut juste savoir en tant que propre entreprise, qu'est-ce qui nous convient le plus et où on devrait commencer. Donc, comme je disais tantôt, les modèles de fondation apportent vraiment un point d'inflexion dans l'IA. Donc, on va vouloir l'utiliser de plus en plus en entreprise pour aller rechercher cette productivité-là. Mais ce qui va définir si on a vraiment des vraies retombées, puis si on est vraiment capable de mettre au travail cette intelligence artificielle générative-là au maximum, c'est la manière dont on va l'adopter et l'exécuter. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, comment aller rechercher cette valeur-là à grande échelle le plus possible. Donc, pour être capable d'aller rechercher la valeur, ben, il faut être capable de comprendre que oui, l'intelligence artificielle générative se positionne comme un outil de productivité, mais qu'il y a aussi deux côtés à la médaille. Donc, il y a des éléments de risque qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc, des choses que peut-être avant, avec l'intelligence artificielle plus traditionnelle, on faisait moins attention. Il y a des nouveaux risques qui se rajoutent. Dans ces risques-là, ben, il y a certainement des risques de responsabilisation. Donc, je vais donner un exemple. Si jamais il y a une réponse qui est retournée par l'intelligence artificielle générative, ben, il y a certainement quelqu'un à l'interne qui doit être responsable. Donc, l'entreprise doit être responsable des réponses qui sont retournées par l'intelligence artificielle générative. On a vu on a vu des scandales, là, justement, au niveau des médias ou même des pénalités financières qui ont affecté plusieurs entreprises, je dirais, parce que l'intelligence artificielle générative n'aurait pas retourné une bonne réponse à son utilisateur. Il y a aussi d'autres risques, justement, qui sont liés par rapport à tout ça au niveau de la précision des réponses, au niveau de l'équité, la véracité. Donc, on sait que l'intelligence artificielle générative peut se baser, comme je disais tantôt, sur certains documents, sur certaines informations pour pouvoir générer des réponses. Mais pour la génération de ces réponses-là, il faut s'assurer que l'information qui a été prise là, soit
soit vrai. Il y a la transparence. Donc, oui, c'est facile de prendre un résultat comme de l'eau sans nécessairement essayer de trouver de où provient ce résultat-là, puis dire oui, c'est ça la réponse, ou oui, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut que il faut justement que les modèles puis l'intelligence artificielle soient capables d'être transparentes dans la façon dont elles rapportent ces réponses. Je dirais, fournisseurs dans le moment que c'est des boîtes noires. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle générative en entreprise, puis là, finalement, on se rend compte que les réponses, ben, on ne sait pas de où ils viennent. C'est quand même inquiétant. Donc, c'est tous des risques là, que je dirais que face à une utilisation plus personnelle à la maison, c'est pas si grave que ça, parce que si je pose une question sur une recette une recette à faire à manger, puis que finalement l'information n'est pas tant véridique ou l'information est seulement partielle, ben c'est pas nécessairement la fin du monde. Tandis qu'en entreprise, ben c'est tous des risques qui peuvent vraiment impacter autant au niveau réputationnel qu'au niveau réglementaire et opérationnel la façon dont on opère nos affaires. Donc, c'est vraiment important, comme je disais tantôt, de oui, prendre le temps de comprendre que l'intelligence artificielle générative peut nous aider à être plus productifs en entreprise, mais qu'en même temps, c'est vraiment la façon dont on va la mettre en fonction dans notre entreprise qui va faire en sorte qu'on va vraiment aller rechercher des résultats sur lesquels on peut compter et sur lesquels on va vraiment aller rechercher justement la valeur à grande échelle qui est recherchée. Donc, j'ai pas passé à travers tous les risques, mais comme on peut voir, transparence, explicabilité, dérive, ça va un petit peu tout ensemble, s'assurer que le modèle, comme il progresse à travers le temps, soit toujours pertinent, s'assurer que les données, justement, les fuites de données et tout, que les données nous appartiennent encore en entreprise, puis c'est pas parce qu'on utilise un modèle d'intelligence artificielle qu'on nécessairement on est obligé de partager nos données avec des fournisseurs tierces. Donc, s'assurer que nos données restent à l'interne. Donc, encore là, ça fait des risques réputationnels, des risques opérationnels. On ne voudrait pas une fuite de données ou faire du partage de données avec des fournisseurs qui eux, l'utiliseraient pour entraîner leur propre modèle. Puis finalement, une autre chose qui est quand même assez important, surtout au niveau d'entreprise, comme je disais tantôt, qu'on considère des fois un petit peu moins au niveau personnel, mais c'est la consommation d'énergie puis le coût que ça coûte pour pouvoir rouler ces modèles-là. Donc, il y a différents types de modèles. Il y a des gros modèles, il y a des plus petits modèles, il y a des performances qui sont différentes. Donc, c'est vraiment d'être capable d'adopter un modèle qui va performer la tâche juste assez bien, qui va nous ramener la valeur, mais sans trop consommer d'énergie au niveau de ESG et aussi au niveau des coûts pour pouvoir rouler ce modèle-là. Donc là, on a parlé des risques en soi, mais il y a aussi un autre côté qui est le contexte réglementaire. Donc, de plus en plus, on voit des pays à travers le monde adopter des lois par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle en soi et aussi au niveau de la donnée, du partage des données privées et autres. Donc, on peut voir autant au niveau européen qu'au niveau des États-Unis, puis même ici à la maison, au Canada et au Québec, on a des lois qui se font adopter dans tous ces différents types justement de piliers-là au niveau de l'intelligence artificielle et de la donnée. Et on est rendu que 2 tiers des pays dans le monde, donc pour quantifier un peu tout ça, là, disposent d'une législation sur la confidentialité et la réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, il faut être capable de non seulement faire face aux risques, donc s'assurer qu'on a une plateforme, un outil qui va nous permettre de vraiment bien gérer les risques qui s'apparentent à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Puis, il faut aussi un outil qui non seulement nous permet de faire face aux risques, mais nous permet d'être conforme aux différents règlements qui vont être adoptés. Puis ça, c'est juste le début. Ça va seulement continuer de s'accélérer. Je pense que même cette semaine ou la semaine passée, il y a eu une loi par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le domaine bancaire au Canada qui s'est ajoutée. Je l'ai pas je l'ai pas dans la présentation, mais je vais pouvoir la retrouver. Mais c'est juste pour montrer que ça continue de s'accélérer, ça va être développé de plus en plus, puis faut avoir une plateforme en place qui est capable de pouvoir s'adapter à tout ça, parce que sinon, si on fait de l'avancement avec l'intelligence artificielle générative, puis qu'à la fin du compte, on n'est pas réglementaire, ou qu'il y a des risques associés à ça qu'on n'a pas géré, il est bien probable que tout ça soit de l'argent jeté par les fenêtres, puis il faut tout démonter et qu'on ne pourra pas l'utiliser à la fin de la journée, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, dernière petite allusion face à tout ça,
on parle de justement l'adoption. Je parle un petit peu de tout ça depuis le début, mais on peut voir que ça l'a déjà commencé tout ça. Donc, autant au niveau, ça, c'est toutes des nouvelles qui ont passé par rapport à l'utilisation d'intelligence artificielle générative, là, surtout au niveau de l'entreprise. Mais on peut voir que Samsung, parce qu'ils ont utilisé justement une plateforme qui était pas qui faisait pas en sorte que nos données restaient privées, ben Samsung ont release, donc ils ont release leur code source par rapport à certaines applications justement par rapport à cette solution-là. OpenAI, il y a aussi toute justement la portion aussi utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas-ci, OpenAI, comme on peut voir, ben, ils considèrent tranquillement adopter justement de la génération de contenu qui ne serait pas nécessairement approprié pour le travail. Donc, est-ce que c'est vraiment le genre de solution qu'on veut en entreprise? Comme je disais, il faut vraiment différencier l'utilisation à la maison, l'utilisation personnelle versus en entreprise. Donc, il faut considérer quel genre de capacité, quel genre de plateforme est-ce qu'on veut mettre en place dans notre entreprise? Est-ce que c'est vraiment adapté pour l'entreprise ou est-ce que c'est une plateforme qui est plus dédiée pour l'utilisateur commun à la maison? On voit aussi que au niveau des billets, donc si on voit que le AI system de, disons, Facebook à un certain point, par rapport à une étude, avait une propensité un petit peu plus raciste, donc au niveau des différents billets. Donc, un autre qui est bien mentionné aussi, c'est qu'il y a justement au niveau chatbot, on prenait des informations par rapport à un document, puis on donnait des réponses aux utilisateurs des airlines, donc au niveau de l'aviation. Puis, il y a une mauvaise réponse qui a été communiquée par l'IA générative, puis la compagnie a été tenue responsable de la réponse. Donc, je n'irai pas à travers chaque, mais c'est vraiment juste pour vous montrer que tout ce que je parle depuis le début est vraiment important parce que ça a vraiment des impacts au niveau de l'utilisation, comme je disais tantôt, opérationnel, réglementaire et aussi au niveau du risque et réputationnel, des pénalités financières. Donc, il faut vraiment faire attention à quel genre d'intelligence artificielle, quel genre de plateforme est-ce qu'on laisse rentrer dans notre entreprise, puis comment est-ce qu'on va pouvoir en rendre aller chercher le plus de valeur possible par rapport à tout ça. Donc, ce qui m'amène à dire là, le point de vue de IBM par rapport à tout ça, c'est vraiment dans ça qu'on rentre, c'est qu'il y a trois types de stratégies au niveau du développement de l'intelligence artificielle générative. La première, c'est la course aux armes, c'est le développement des modèles les plus gros, les modèles les plus performants universellement et qui sont conçus d'une utilisation très large. Donc, pas nécessairement pour entreprise, mais juste pour plein de différents types de cas d'utilisation, que ce soit au niveau du consommateur ou autre. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que cette première stratégie-là laisse place à une bonne perception parce qu'il y a beaucoup de marketing alentour de ça. Je suis sûr que vous avez vu plein de choses par rapport à ce que ChatGPT peut faire, puis ça a l'air vraiment bien. Puis à la maison, ça m'aide à composer des textes ici et ça. Donc, c'est vraiment la première stratégie. Le problème avec ça, c'est que c'est pas nécessairement une plateforme qui est faite pour l'entreprise. Donc, c'est un focus beaucoup plus sur les cas d'utilisation pour consommateurs. Encore une fois, comme on a vu dans la diapositive précédente, on n'a pas nécessairement non plus la souveraineté de données et droits d'auteur par rapport à l'information, disons, qui rentre dans ces solutions-là. Donc, si on veut l'utiliser en entreprise, ça peut devenir un problème. De l'autre côté, vu que c'est des modèles qui sont faits pour être super performants, ben, il peut aussi avoir des préoccupations, comme je disais tantôt, liées aux différents coûts de rouler ces modèles-là, puis aux différents impacts ESG aussi qui sont par rapport à ça. C'est aussi souvent des modèles qui sont pas très transparents, donc ils nous fournissent une réponse, puis il n'y a pas vraiment de façon de voir de quelle façon c'est aller chercher cette réponse-là, de où ça tire son information. Donc, tout ça fait en sorte que cette première stratégie-là est super au niveau des utilisateurs, au niveau des consommateurs, donc à la maison, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est adapté pour l'entreprise. La deuxième stratégie, c'est plus une stratégie, disons, de diversité de modèles de fondation, donc autant performant, super gros, avec plein de paramètres, que peut-être plus petit, plus concis pour des cas d'utilisation vraiment plus précis et qui fait face justement et qui fait, pas face, mais plutôt qui prend le open source, qui embrasse le open source un petit peu comme sa stratégie. Donc, dans ce cas-ci, c'est là que IBM vraiment se situe. Donc, ça fait en sorte qu'on a des modèles qui sont vraiment adaptés pour l'entreprise. Donc, la sélection de modèles est très rigide, donc se fait de façon très cadrée. Ça fait en sorte aussi que c'est une solution qui n'utilise pas nécessairement les données
les données des clients pour s'entraîner. Donc, il y a vraiment une souveraineté de données. Donc, on parlait tantôt de risque là, de fuite de données et tout. Donc, ça fait partie justement d'une stratégie où est-ce que il n'y a pas de risque de fuite de données si l'entreprise garde la souveraineté de ses données. La deuxième, c'est vraiment une flexibilité des dépenses. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'un modèle est très, très gros en termes de paramètres que c'est le meilleur pour tous les types de codes d'utilisation d'entreprise. Donc, la flexibilité d'avoir des gros modèles, des petits modèles, différents types de modèles adaptés à différents types de tâches fait en sorte qu'on peut vraiment gérer sa structure de coûts et sa structure environnementale en même temps, puis ce qui donne une vraiment plus grande agilité pour l'entreprise. Donc, c'est quoi un petit peu les downsides de tout ça? Ben, ça fait en sorte que la diversité des différents modèles, c'est pas un one size fit all. Donc, dans ce cas-ci, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir l'intégrer à son entreprise de façon vraiment personnalisée. Donc, ça peut faire en sorte que l'intégration de cette solution-là, qui n'est pas nécessairement un one size fit all, mais vraiment plus personnalisé, que ça prenne un petit peu plus de temps pour intégrer, puis pour développer de façon personnalisée, mais ça fait en sorte qu'à la fin du compte, ben, on a une solution qui est vraiment adaptée pour l'entreprise. Puis finalement, ben, si on parle de solutions d'entreprise, ben, on a besoin justement de tous les différents guardrails d'une plateforme pour gouverner et gérer les modèles, autant au niveau de la donnée que l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Puis ce qui est bien avec WatsonX, ce qu'on va voir, donc la plateforme IBM, c'est qu'on a vraiment tout en place pour pouvoir gérer ces différentes choses-là. Et finalement, la troisième stratégie que vous avez sûrement vue si vous avez des outils à l'interne comme Salesforce ou Microsoft 365 ou SAP ou même Workday, c'est le fait que ces entreprises-là ont commencé à développer justement certaines efficacités avec l'intelligence artificielle générative directement dans leurs applications. Donc, c'est super bien parce que c'est intégré directement dans les outils, donc ça réduit les efforts pour l'intégration. Mais de l'autre côté, c'est encore assez expérimental parce que c'est vraiment quelque chose qui est chacune de ces entreprises-là travaille sur leur propre chose. Donc, c'est vraiment expérimental. On n'a pas tout le temps la même valeur dépendamment des différents outils. Donc, c'est un petit peu moins agile. Puis de l'autre côté, c'est pas autant transparent et pas autant flexible. Donc, dans ce cas-ci, oui, on a un système d'IA générative avec Salesforce, mais ce même système d'IA générative-là ne va pas nécessairement pouvoir être utilisé dans d'autres outils ou à autre place à travers l'entreprise. Donc, c'est quand on prend une décision au niveau de l'IA générative et l'adoption d'entreprise, il faut vraiment considérer vers quelle stratégie on s'enligne. Il faut aussi considérer les avantages et les désavantages de chaque. Puis, je vais dire une autre chose, c'est pas parce qu'on va avec une stratégie qu'on peut pas y aller avec un autre. Donc, dans ce cas-ci, je donne un exemple. Si vous avez Salesforce, puis il y a un modèle d'IA générative qui est déjà intégré dans l'outil pour la productivité, mais ça veut pas dire qu'on peut pas non plus le combiner avec la stratégie 2, disons, avec une plateforme comme WatsonX, qui irait rechercher d'autres productivités et d'autres valeurs au niveau de l'entreprise. Donc, au niveau des considérations, au niveau du point de vue d'IBM, une fois qu'on a vu les trois stratégies, puis qu'on voit qu'IBM se situe dans la stratégie numéro 2 dans le milieu, les 4 principes pour exploiter l'IA générative en entreprise sont les suivants. Donc, une plateforme qui est ouverte. Donc, l'IA doit être capable de fonctionner partout avec le cloud hybride, donc pas de vendor lock-in. Donc, si vous avez une stratégie IBM Cloud ou AWS ou Azure ou peu importe le cloud que vous utilisez ou même on-premise, vous devriez être capable de positionner votre IA peu importe de l'architecture qui est en place. Donc, évitez le vendor lock-in. La deuxième chose dans ouverte, c'est aussi le open source. Donc, IBM est très gros sur open source, donc a un partnership avec Hugging Face qui, justement, a plusieurs modèles open source sur lesquels on peut utiliser pour pouvoir, justement, utiliser ces différents modèles-là à travers la plateforme. Donc, encore une fois, avoir le plus de flexibilité possible au niveau des types de modèles qui peuvent être utilisés et à quel endroit ça peut être déployé. La deuxième, ben, c'est ciblé. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, mais l'IA doit comprendre le langage de votre entreprise. Donc, c'est pas nécessairement une plateforme qui est ciblée pour le consommateur, c'est vraiment une plateforme qui est ciblée pour l'entreprise. Donc, être capable de comprendre votre langage, vos documents d'affaires, être capable d'ingérer justement cette documentation-là, puis d'en faire votre propre modèle, donc vraiment personnaliser le modèle pour vous. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment des cas ciblés pour l'entreprise qui apportent de la valeur pour l'entreprise et non les consommateurs.
La troisième, ben, c'est la confiance. Donc, être capable d'avoir une confiance autant au niveau de la sécurité et protection de la donnée qu'au niveau aussi des réponses qui sont retournées par l'intelligence artificielle, donc au niveau des billets, du drift. Donc, toutes ces choses-là, watsonx c'est vraiment construit avec une gouvernance totale, puis on va le voir tantôt. Puis la dernière, ben, c'est vraiment la productivité. Donc, l'IA doit vraiment accélérer l'automatisation. Donc, c'est pas seulement une plateforme qui est là pour, comme je disais tantôt, plug and play. Donc, oui, ça peut être comme ça, mais le but, c'est vraiment d'avoir le plus de productivité dans votre code d'utilisation bien précis. Donc, on vient avec des modèles qui sont déjà prédéfinis avec certains réglages qui sont utilisés pour des codes d'utilisation en entreprise. Puis par la suite, on vous offre aussi la possibilité d'en faire un petit peu plus de personnalisation. Donc, voici les 4 points de vue et les 4 principes pour exploiter l'IA générative en entreprise et étant le point de vue de IBM. Donc, autre que dire que nos piliers puis notre point de vue se rapatrie à ces 4 piliers-là, ben, on a aussi une façon de le démontrer chez IBM. Donc, le premier étant une reconnaissance sur le marché. Donc, c'est pas juste moi qui vous le dis qu'on est leader en intelligence artificielle. Le marché le reconnaît aussi. Donc, autant Forrester que Gartner, que IDC MarketScape et autres, on est positionné d'année en année comme leader au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du machine learning, au niveau des plateformes d'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est positionné vraiment comme un leader en intelligence artificielle. Puis, un petit fun fact, IBM a le plus de brevets au monde. Donc, on a vraiment un gros lab à l'interne qui continue d'innover au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas nouveau. Donc, oui, on dit l'intelligence artificielle générative, c'est un concept nouveau. C'est un concept nouveau pour les consommateurs, mais pour ce qui est de IBM, ça fait déjà plusieurs années qu'on en fait. On fait juste le rendre disponible aux entreprises cette fois-ci à travers la plateforme watsonx nouvellement. La deuxième façon, c'est de la façon dont la deuxième façon on montre notre leadership dans le monde, mais c'est vraiment au niveau de notre collaboration mondiale dans toutes les initiatives d'intelligence artificielle dans le monde. Donc, je les nommerai pas toutes, mais en fait, IBM fait partie de plusieurs groupes qui aident à définir justement la façon dont l'intelligence artificielle devrait être utilisée en entreprise de façon responsable, de façon éthique. On fait aussi partie justement, notre CEO fait partie du World Economic Forum, Global AI Action Alliance, qui vraiment guide justement, comme je disais tantôt, le développement responsable de l'intelligence artificielle. On a des partnerships avec le MIT pour développer justement la productivité de l'intelligence artificielle et de nos modèles par rapport aux cas d'utilisation professionnelle et d'entreprise et autres. Donc, comme je disais tantôt, on les passera pas tout, mais c'est vraiment comme ça qu'on démontre notre leadership au niveau de l'intelligence artificielle. On est vraiment partout. Ce qui m'amène à parler de la plateforme watsonx. Donc, watsonx met vraiment en pratique tous les différents piliers, tous les différents principes que je vous ai présentés depuis le début. Donc, la plateforme peut être comprise de 3 façons. Donc, de cette façon-là, il y a watsonx AI, watsonx Data et watsonx Governance. Donc, comme vous comprenez bien, watsonx AI, c'est le studio d'intelligence artificielle qui nous permet d'entraîner, valider et ajuster nos différents modèles d'IA autant IA traditionnelle que IA générative. Donc, ça fait vraiment les deux. De l'autre côté, watsonx.data s'assure que notre donnée avec laquelle on fait l'intelligence artificielle est propre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on ne peut pas faire d'intelligence artificielle sans données. Donc, on a besoin des bonnes données pour pouvoir avoir des bons résultats. Puis dans ce cas-ci, watsonx Data nous permet vraiment d'aller chercher le côté données sécuritaire, le données transparence dans nos données et dans nos résultats. Puis finalement, on a la portion watsonx.governance. Donc, cette portion-là vraiment nous permet d'aller chercher la gouvernance de l'intelligence artificielle, donc autant au niveau, comme je disais tantôt, responsabiliser les utilisateurs, la dérive, les billets, donc tout ça, les différentes métriques de performance, tout ça est dans watsonx.governance. Donc, c'est pas juste je sais qu'il y a d'autres fournisseurs peut-être qui pourraient mentionner, qui font aussi de la gouvernance, mais dans ce cas-ci, c'est pas juste un petit widget dans le coin de votre écran. C'est vraiment une plateforme complète qui vous permet de faire une gouvernance complète de tous vos modèles d'intelligence artificielle. C'est pas non plus ce qui est bien avec la portion watsonx Governance, c'est que c'est pas seulement les modèles IBM qui peuvent être gouvernés par watsonx Governance, mais tous les modèles sur le marché. Donc, même chose pour watsonx.ai, il y a la portion Bring Your Own Model, mais on va en parler tantôt.
De l'autre côté, je parlais de flexibilité, donc multi-déploiement, cloud hybride. Donc, il y a vraiment une flexibilité totale au niveau du déploiement de la solution, que ça soit sur site, en SaaS ou autre info nuagique, c'est possible. Puis finalement, multimodèle, ben, comme je disais tantôt, vous pouvez créer votre modèle, utiliser des modèles IBM qui ont été développés spécifiquement pour l'entreprise ou aller rechercher des modèles open source à travers la plateforme Hugging Face. Donc vraiment, là, une plateforme qui est flexible et qui répond à tous les besoins au niveau de l'utilisation d'intelligence artificielle en entreprise, au niveau des risques et la réglementation. Alors, juste pour vous donner peut-être une meilleure idée aussi de ce que IBM offre, donc disons le landscape un petit peu plus complet. Donc oui, on a la plateforme d'IA et de données que je viens de vous présenter, AI, Data et Governance, mais ce qui vient supporter des assistants qui sont prêts à la tâche. Donc dans ce cas-ci, là, c'est des solutions qui sont prêtes à l'utilisation. Donc on a trois types de solutions qui sont des assistants à la tâche. Donc watsonx Orchestrate, qui est un assistant qui combine l'automatisation, donc tout ce qui est RPA, workflow, intégration de système. Donc, watsonx Orchestrate est un assistant à la tâche, le digital labor, travail numérique qu'on appelle. De l'autre côté, watsonx Code Assistant qui sert à la modernisation applicative. Donc, on vient générer du nouveau code, on vient traduire du code, on vient faire l'explication de code à partir de watsonx Code Assistant. Donc, ça aussi, c'est super, c'est pour aider au code. Finalement, watsonx Assistant, qui, lui, est un assistant qui sert à desservir les clients. Donc, Orchestrate, c'est à l'interne, tandis qu'Assistant, c'est plus à l'externe pour les clients. Puis, toute cette plateforme-là, donc tout ce stack-là, est supporté par un Data Fabric qui est le Cloud Pak for Data et aussi une plateforme d'automatisation qui est le Cloud Pak for Business Automation. Donc, tout ça, c'est intégré, ça peut être intégré l'un dans l'autre. Donc, vous pouvez aller rechercher, vous pouvez vraiment aller rechercher là, des outils d'automatisation, les combiner avec vos assistants, les combiner avec l'intelligence artificielle générative dans la plateforme watsonx AI et autres. Donc, c'est vraiment un offering qui est complet de bout à bout. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est intégrée, et encore une fois, comme je disais tantôt, pour l'entreprise. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails des différents composants de la plateforme. Pour débuter, watsonx AI. Donc, qu'est-ce que watsonx AI? Comme je disais tantôt, c'est un studio d'intelligence artificielle qui nous permet d'entraîner, valider et mettre au point nos différents modèles d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on a accès? On a accès d'une bibliothèque de modèles de fondation, que ce soit des modèles IBM, que ce soit des modèles open source ou bien même bring your own model. C'est possible d'amener tous ces modèles-là dans la plateforme pour pouvoir les entraîner et les déployer dans les différentes parties de votre entreprise. Le deuxième, c'est le Prompt Lab. Donc, c'est vraiment pour expérimenter avec les modèles de fondation, d'IA générative, construire des différents prompts, puis voir comment nos modèles réagissent. Donc, être capable vraiment d'avoir la flexibilité de modifier un petit peu, faire du prompt tuning, prompt engineering à partir du studio. Ce qui m'amène aussi au Tooling Studio. Donc, on va le voir dans les prochaines diapositives, mais on peut vraiment ajuster nos modèles là, de base, donc que ça soit modifier les prompts jusqu'à modifier les paramètres qui consistent le modèle en soi. On est vraiment capable de l'adapter pour notre tâche. Et comme je disais tantôt, là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, mais ça reste que watsonx AI peut aussi desservir tout ce qui est machine learning, data science et autres. Donc, quand je parle des différents modèles qui sont disponibles sur la plateforme, les modèles IBM qui sont disponibles sont ceux-ci. Donc, chaque modèle a sa propre utilisation pour différents cas d'utilisation en entreprise. Donc, il y en a qui sont peut-être plus adaptés pour la finance, peut-être un petit peu plus d'autres au niveau légal, au niveau cybersécurité. Donc, vraiment différents types de modèles avec différents types de cas d'utilisation en entreprise et autres. Donc, ça, c'est pas une liste exhaustive. C'est juste qu'on n'aurait pas assez de place pour toute la mettre. La deuxième, c'est le fait qu'il y a le modèle open source que je parlais tantôt. Donc, avec un partenariat entre IBM et Hugging Face, on a vraiment une diversité de modèles open source pour pouvoir les utiliser. Puis, la beauté de la chose, c'est que c'est pas tous les modèles qui sont dans Hugging Face qui seraient nécessairement disponibles à travers le partenariat. IBM fait vraiment une présélection de modèles disponibles dans Hugging Face pour pouvoir l'amener dans la plateforme. Et cette présélection-là est vraiment rigoureuse. Donc, ça nous permet de regarder est-ce que les modèles sont vraiment faits pour l'utilisation d'entreprise. Sinon, vous ne les verrez pas sur la plateforme. Puis finalement, ben, il y a aussi apporter votre propre modèle si vous aviez décidé d'en créer un. Donc, IBM vous permet d'amener les modèles sur sa plateforme.
Puis, dernière petite chose que je vais dire aussi qui différencie IBM, c'est le fait que à l'utilisation de ces modèles, IBM offre une indemnité légale sur l'utilisation de ces modèles, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment confiance, comme je disais tantôt, tout au niveau du risque, au niveau réglementaire. On a vraiment confiance là, face à nos modèles, au niveau des risques, au niveau de la véracité la véracité justement des réponses qui en ressortent. Donc, on offre cette indemnité légale-là pour tous les clients qui utiliseraient les modèles IBM. Finalement, comme je disais tantôt, ben, on a vraiment la flexibilité pour adapter nos modèles face à nos différents cas d'utilisation. Donc, que ce soit simplement du prompt engineering. Donc, prompt engineering est seulement, on fournit quelques exemples à notre modèle, questions, réponses, puis ou input, output, plutôt, je devrais dire. Puis par la suite, ben, on modifie un petit peu la façon dont le modèle va réagir aux entrées jusqu'à justement un pré-entraînement personnalisé à partir de zéro. Donc, on va venir personnaliser tous les différents paramètres qui constituent le modèle. On va personnaliser les prompts qui en constituent. Donc, vraiment là, de A à Z. Puis, on peut accompagner les clients selon leurs besoins dans cette adaptation-là et personnalisation des modèles de fondation. La deuxième partie, c'est le watsonx.data. Donc, watsonx.data, c'est simplement le lakehouse de IBM. Donc, ça permet de venir centraliser toutes vos données, puis pouvoir justement la, la nettoyer pour sa bonne utilisation au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on va venir prendre les données qui se retrouvent dans watsonx.data, puis on va pouvoir venir les amener dans watsonx AI pour pouvoir entraîner nos modèles. Bien sûr, si jamais vous avez déjà un lakehouse, c'est pas parce que vous avez pas watsonx.data que vous ne pouviez pas avoir watsonx AI. Donc, watsonx AI est capable de marcher avec d'autres aussi sources de données, mais c'est juste watsonx.data marche avec le meilleur de l'open source. Donc, tout ce qui est au niveau ETL, au niveau du, justement, là, centraliser les données de l'entreprise, watsonx Data et le lakehouse de nouvelle génération, donc au niveau du point de vue ouvert. Puis encore une fois, compatible avec tous les types d'infos nuagiques, donc pas nécessairement seulement IBM Cloud et aussi sur site. Et dernière partie, watsonx Governance, donc la partie gouvernance. Ce qui est important de réaliser, c'est que watsonx Governance offre la gouvernance IA. Donc, gouvernance IA, c'est très large comme terme. Quand on parle de gouvernance IA, certaines personnes peuvent penser, bon, ben, on fait justement une gouvernance au niveau des différentes métriques de performance du modèle. Donc, pas nécessairement. AI governance, ça inclut justement Model Ops, ML Ops, qui est justement l'analyse des différentes métriques, la gouvernance des différentes métriques de performance du modèle, mais ça va au-delà de ça vient aussi chercher le côté, comme je disais tantôt, le côté un petit peu plus légal, donc être capable de pouvoir prouver qu'on est conforme face à différentes réglementations et aussi au niveau des risques. Donc, on va vraiment venir chercher englober toute la gouvernance de l'IA, autant au niveau de l'IA traditionnelle que l'IA générative. Donc, on vient combiner le MLOps, le ModelOps pour en faire la gouvernance de l'intelligence artificielle totale avec la gestion des risques et de conformité aussi. Donc, watsonx Governance offre vraiment une plateforme à toutes les parties prenantes dans l'entreprise qui auraient besoin de faire la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, comme je disais tantôt, si vous regardez en bas, MLOps est seulement une partie de la gouvernance de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est les métriques comme l'explicabilité de nos réponses, la dérive du modèle, la qualité des réponses, le biais et autres. Donc oui, watsonx Governance fait ça, mais autre que ça, permet aussi l'inventaire. Donc, si on regarde à gauche, on a d'autres parties prenantes comme des équipes de scientifiques de données qui auraient besoin de vraiment gérer la gestion du cycle de vie de nos différents modèles, avoir un inventaire de données, donc être capable d'en faire son entraînement, son déploiement, donc vraiment tout tracker de A à Z, dans le temps avec vraiment une piste d'audit à 100%. Puis finalement, un petit peu plus au niveau des lignes d'affaires, bien, comme je disais tantôt, être capable à travers de tableaux de bord, de vraiment une interface vraiment facile à l'utilisation pour les utilisateurs, de prouver, disons, sa conformité face aux différents régulateurs de l'industrie, puis aussi de gérer les risques peut-être un petit peu plus business, un petit peu plus opérationnels qui font face justement à l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, en combinant ces trois piliers-là de la gouvernance de l'intelligence artificielle,
on vient former la plateforme qui est watsonx.governance. Donc, de là, comme je disais tantôt, c'est vraiment pas un petit widget dans le coin de l'écran avec différentes métriques qui nous indiquent à peu près si notre modèle performe bien ou pas. C'est vraiment une gouvernance totale de l'intelligence artificielle, puis on est vraiment le seul fournisseur sur le marché à offrir une telle gouvernance avec une plateforme complète comme celle-ci. Donc, pour vous donner une petite idée peut-être un petit peu plus concrète, sans parler de partie prenante, ben, watsonx Governance nous permet vraiment en fait, j'aurais commencé par plutôt watsonx AI nous permet de construire, d'entraîner et de développer et de déployer nos différents modèles. Puis par la suite, ben, on a vraiment envers la portion watsonx Governance qui vient gouverner justement tout ce cycle de vie-là. Donc, on vient faire un inventaire des modèles, des différents modèles à ces différents styles de vie. Donc, autant stage de vie plutôt, autant au niveau de l'entraînement, au niveau de son validation, au niveau de son déploiement. On vient capturer toutes ces différentes informations-là. Au niveau de la gouvernance, donc ça, c'est un petit peu à ça qu'on viendrait voir dans la plateforme. Donc, on a le modèle qui est le modèle de fondation qui est utilisé, ses différents ses différents stages dans son cycle de vie, où est-ce qu'il en est, ses performances qui ont été capturées. Par la suite, ben, on a aussi justement la gouvernance, l'évaluation du suivi des modèles, donc être capable de capturer justement les différentes métriques de performance, de dérive, de billets par rapport à tout ça, donc l'avoir vraiment en graphique, puis voir son évolution à travers le temps. Puis, par la suite, ben, on a aussi la gouvernance du risque et de la conformité à travers des différents tableaux de bord pour les utilisateurs d'affaires qui seraient capables de voir quel modèle, disons, est conforme, quel modèle ne l'est pas, et autres. Donc, tout ça travaille main dans la main pour en faire une plateforme complète au niveau de la gouvernance des modèles AI. Donc, on est rendu à la portion, une fois qu'on a vu un petit peu l'IA générative, qu'est-ce qu'il y en est avec ça, de quelle façon il faut l'adopter en entreprise. On a parlé du point de vue d'IBM par rapport à tout ça. On a parlé de la plateforme watsonx. Mais là, on vient d'en parler un petit peu justement des différents cas d'utilisation clients. Donc, dans ce cas-ci, au niveau du cas d'utilisation client, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment pas exhaustif comme liste, mais j'en ai juste mis quelques-uns pour vous donner une idée. Mais autant service à la clientèle, comme là, on peut peut-être penser à, comme je disais tantôt, watsonx Assistant, qui utilise watsonx AI pour offrir du service à la clientèle. Automatisation RH, on parlait de watsonx Orchestrate, qui était plus l'assistant pour aider les employés à la tâche. Donc, modernisation des applications, watsonx Code Assistant. Puis par la suite, ben, sans parler nécessairement d'applications qui sont préfaites, bâties sur la plateforme watsonx, mais vraiment seulement la portion IA générative, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme la création de contenu. On peut parler de création justement des différentes campagnes de marketing, être capable de faire de la planification et de l'analyse grâce à l'intelligence artificielle générative. Donc, il y a plusieurs choses qu'on travaille, il y a plusieurs différents cas d'utilisation qu'IBM travaille avec ses clients. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un cas d'utilisation est pertinent pour une entreprise que c'est nécessairement pertinent pour un autre. Il faut vraiment être capable de cadrer son propre besoin puis voir où est-ce que la solution pourrait venir rechercher le plus de productivité puis d'efficience dans notre entreprise. Donc, certains exemples qu'on a vus, il me reste pas beaucoup de temps, mais il me reste aussi pas beaucoup de diapositives. Donc, on a bientôt terminé pour la période de questions. Mais juste pour vous donner un exemple, au Wimbledon Championship, on a vu au niveau du tennis, ils ont utilisé watsonx.ai pour générer justement les commentaires de la partie. Donc, il n'y avait pas un vrai commentateur, c'était vraiment la portion IA générative watsonx qui a été utilisée pour générer les commentaires par rapport au match. Donc, ça a vraiment été une combinaison de reconnaissance, disons, visuelle avec l'IA générative pour pouvoir vraiment commenter le match en temps réel. Le deuxième, si on regarde NASA puis Moderna, on a aidé dans les recherches. Donc, on a développé, IBM a développé des modèles de fondation pour pouvoir permettre à ces deux entreprises-là d'accélérer leurs recherches. Donc, Moderna, autant au niveau des vaccins que la NASA pour pouvoir gérer, disons, gérer justement les feux de forêt. Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle générative, les modèles de fondation d'IBM pour pouvoir accélérer justement leurs recherches.
De l'autre côté, on voit Masters Tournament. Je l'ai mis parce que cette fois-ci, on a utilisé watsonx Governance pour gouverner les différents modèles d'intelligence artificielle qui étaient utilisés pour prédire, disons, où est-ce que les probabilités justement de hole-in-one ou les probabilités de birdie, ces trucs-là. Donc, on avait différents modèles d'intelligence artificielle qui roulaient pour faire pour pouvoir power, disons, l'application. Ben, on gouvernait tous ces différents modèles d'intelligence artificielle-là avec watsonx.governance. Puis pour ce qui est des Grammys, ben, on générait justement du contenu sur les différents artistes, donc leur description par rapport à du texte qui avait été fourni à l'avance. Donc, on leur donnait un document bien précis sur les différents artistes. Puis, comme on les voyait défiler à l'écran, watsonx.ai générait justement des descriptions par rapport à ces différents artistes-là pour donner plus de contexte. Donc, ça, c'était seulement certains exemples, mais comme on peut voir, c'est vraiment, comme je disais, une solution qui est mature. Donc, on a au-dessus de 40 000 engagements clients qui utilisent la plateforme. On a 160 millions, même plus d'utilisateurs actifs mensuels pour différents, disons, cas d'utilisation en entreprise. Donc, comme je disais tantôt, la liste n'est pas exhaustive. C'est vraiment juste pour donner une idée, mais c'est vraiment pour vous montrer que oui, c'est une technologie qui peut sembler nouvelle, mais c'est une technologie qui est en fait très, très mature et en utilisation chez plusieurs de nos clients déjà. Donc, ce qui m'amène à vous dire la dernière slide avant les questions. Donc, dans ce cas-ci, comment commencer? Donc là, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Je vous ai montré, voici ce que d'autres clients font. Donc, dans ce cas-ci, la prochaine question qui doit vous brûler les lèvres, c'est comment est-ce que moi, je peux commencer en entreprise à explorer un petit peu avec l'intelligence artificielle générative? Comment est-ce que je peux la mettre en place? Bien, premièrement, comme je disais tantôt, c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour quelqu'un que ça va nécessairement fonctionner pour votre entreprise aussi. Donc, ce qui est important de faire, c'est vraiment avoir des fois un briefing qui est personnalisé, donc une discussion des fois un à un pour prendre le temps de comprendre vos besoins, comprendre comment la plateforme pourrait bien venir s'intégrer dans votre entreprise pour pouvoir livrer la valeur dont vous recherchez vraiment. Puis ça inclut justement un briefing peut-être plus personnalisé, peut-être même une démonstration personnalisée par rapport à votre cas d'utilisation bien précis. Puis la deuxième aspect, des fois, qui est un petit peu moins expérimental, mais un petit peu plus concret, ben, c'est le niveau pilote. Donc, dans ce cas-ci, on offre un investissement du côté IBM. Le fait qu'on on vient chez certains de nos clients vraiment développer un MVP pour prouver la valeur dans un cas d'utilisation bien concret et bien précis après l'avoir cadré. Puis, on vient avec vraiment un plan d'adoption pour la suite des choses. Donc, c'est vraiment les choses qui sont recommandées. Prendre le temps de bien comprendre le besoin plutôt que d'arriver avec une idée déjà préconçue. Puis par la suite, ben, vraiment en faire peut-être des recherches un petit peu plus poussées, un pilote. Donc, ça conclut vraiment ma présentation. Kevin, je vais te laisser pour la période de questions. Merci, tu peux faire une petite pause. Merci pour la Oui, présentation, en tout cas, Michael. Donc, nos contacts sont à l'écran. N'hésitez pas à revenir vers nous, comme disait Michael, pour un appel de découverte, pour une discussion, simplement pour savoir où commencer, parce que c'est une question qui a été posée d'ailleurs dans le chat et qui revient souvent, c'est par où on commence. Donc, n'hésitez pas à programmer un appel et puis on pourra, avec Michael, justement prendre le temps de discuter individuellement et de comprendre cela. Sinon, Michael, comme question, comment IBM watsonx se distingue des autres plateformes d'intelligence artificielle sur le marché aujourd'hui? oui. En fait, très, très, très bonne question. Euh, je vais commencer par mentionner, comme je disais tantôt, là, c'est une plateforme qui est là pour l'entreprise spécifiquement. Donc, c'est pas une plateforme qui est conçue pour les utilisateurs. C'est pas là qu'IBM met ses efforts. On est vraiment là pour l'entreprise. Donc, comme je disais tantôt, on a des modèles qui sont déjà prédéfinis avec des paramètres qui sont optimisés pour les cas d'utilisation d'entreprise. Puis, on offre aussi, comme je disais tantôt, on est le seul fournisseur à faire ça. On offre une protection légale lorsque les entreprises, une protection légale là, qu'on offre les entreprises quand ils utilisent les modèles IBM, parce qu'on est certain qui sont justement prêts à l'utilisation d'entreprises, qui sont bien gouvernés. Donc ça, c'est une des choses. Puis aussi, je dirais, une variété d'utilisation de modèles euh, prêts à l'utilisation qui pourraient justement nous aider à gérer les différents coûts en entreprise puis les différents impacts ESG qu'on pourrait avoir.
parce qu'on le réalise pas quand on l'utilise à la maison, mais c'est vraiment quelque chose qui consomme de l'énergie grandement. Donc, il faut être capable d'utiliser le bon modèle pour le bon cas d'utilisation. Puis IBM est là justement avec son expertise pour pouvoir venir aider à mettre en place une solution du genre. Puis la grande chose qui le différencie, la dernière chose que je dirais, c'est vraiment le watsonx.governance. Donc, on est la seule plateforme qui a un focus dédié sur les données privées, sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, un complete, un life cycle complet, la gestion du life cycle complet avec gestion de risque, gestion de la conformité réglementaire. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui vient différencier au niveau de l'utilisation en entreprise. J'ajouterais juste peut-être, Michael, que c'est important d'insister là-dessus, c'est qu'un chat GPT de ce monde, lorsque vous lui donnez des données d'entreprise, il va les réutiliser il peut les réutiliser, les intégrer dans son modèle, dans les exemples que tu as donnés, comme avec le code source par exemple avec Samsung, alors qu'un outil, une plateforme comme watsonx, finalement, ça reste des données qui sont privées et qui sont intégrées uniquement pour votre entreprise, qui se retrouvent pas sur la place publique derrière, et pour une entreprise, ça fait une réelle grosse différence finalement. Peut-être une dernière question, vu l'heure. Comment finalement les entreprises peuvent mesurer l'impact que l'IA a sur la productivité? Oui, très bonne question. Puis je pense que ça aussi, on accompagne les clients quand même très bien dans ce chemin-là. Donc, comme je disais, l'IA générative, c'est pas parce qu'il y a un cas d'utilisation qui marche pour, disons, quelqu'un qui va nécessairement marcher pour une autre entreprise. Donc, c'est vraiment important de, premièrement, cadrer un petit peu les frictions dans l'entreprise, cadrer les cas d'utilisation. Donc, prendre le temps d'avoir justement un appel de découverte, puis un appel, pas un appel, mais une session qu'on appelle, nous, de notre côté, design thinking. Donc, on prend le temps de vraiment bien cadrer les besoins, puis par la suite, ben, on regarde, on fait un espèce de, disons, un espèce de pilote qui permet déjà à l'avance, avant même de mettre ça en production, de voir les retombées potentielles que ça pourrait avoir. Donc, je dirais que c'est vraiment en commençant qu'on va pouvoir voir, mais c'est encadrant le bon cas d'utilisation. Parce que ce qu'on veut n'est pas nécessairement tout le temps ce qui est nécessaire au niveau de l'entreprise. Une question effectivement intéressante qu'on n'a pas mentionnée, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que la plateforme elle est disponible en français et peut-être énumérer un petit peu sur les langues qui sont disponibles à l'heure actuelle? Oui, la plateforme est disponible en anglais, en français, en espagnol, donc est disponible dans quasiment toutes les langues, là, je dirais. Là. C'est une plateforme qui a vraiment été entraînée pour, encore une fois, l'entreprise. Donc, on est conscient qu'au niveau de l'entreprise, il peut y avoir des différences dans les langues, dans les différents aussi, dans les différentes régions. Donc, oui, c'est pas une limitation par rapport à la plateforme. Parfait. Écoute, pour l'instant, ça répond aux questions qu'on avait. Donc, écoute, on est pas mal dans les temps. Donc je pense on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore, Mickaël, pour ton temps. Merci à vous tous pour votre participation. Et puis, on reste disponible pour toute discussion, toute question, tout ce que vous pouvez avoir. C'est ça, je rebondis sur ce que Kevin a dit. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Kevin, merci Michael aussi d'avoir présenté ce webinaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les statistiques en IA, je vous recommande vivement de télécharger le portrait TI. Je viens de mettre le lien dans le chat pour pouvoir le télécharger. Ça vous donnera des statistiques et des analyses approfondies qui vous permettront de prendre des décisions stratégiques éclairées. Par ailleurs aussi, si vous souhaitez consulter le premier webinaire que nous avons tenu sur l'IA, j'ai aussi mis le lien dans dans le chat afin que vous puissiez le consulter. Et voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons vous revoir très bientôt.